Arrimage s'inspire des grandes lignes du programme de développement durable à l'horizon 2030 pour présenter des actions et des initiatives qui se déroulent au centre du Québec. Le troisième objectif du programme est bonne santé et bien-être. Nous aurions pu aborder cette thématique de plein d'angles différents, mais celui que nous avons retenu est la saine alimentation. Pourquoi? Parce que la saine alimentation est étroitement liée à la sécurité alimentaire, qui était justement au cœur du précédent épisode. En plus de faire le pont entre les épisodes, c'est aussi l'occasion parfaite de discuter d'une initiative qui a officiellement débuté en 2021 et qui récolte maintenant ses premiers fruits. Il s'agit du projet Les Petits Ambassadeurs. Bienvenue à Arrimage, la balado-diffusion du Comité régional en développement social du Centre du Québec. Mon nom est Audrey Michel et à chaque épisode, je vais à la rencontre des gens et des organisations qui s'impliquent pour améliorer la qualité de vie de nos communautés. Ensemble, explorons les dessous du développement social et son interconnexion avec le développement durable. De la concertation à l'action, découvrons ce qui se fait ici, au Centre du Québec. Aujourd'hui, nous allons discuter de saine alimentation et pour ce faire, je reçois deux invités. Il s'agit de Ève Beauregard, agente de développement et responsable des Petits Ambassadeurs à la table intersectorielle pour les saines habitudes de vie du Centre du Québec, ou plus communément appelée la TIR-SHV. Bonjour Ève, merci d'être là. Bonjour Audrey, merci de l'invitation. Je reçois également Claudia El-Tourigny, qui est nutritionniste à la Direction de la santé publique et responsabilité populationnelle du CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. Bonjour Claudia, merci d'être là. Ça me fait plaisir, merci de l'invitation. Donc, comme je l'ai dit, on va parler aujourd'hui de saine alimentation. Je dirais que l'entrevue va se dérouler en deux blocs. On va avoir un bloc peut-être un peu plus théorique où est-ce qu'on va définir qu'est-ce que la saine alimentation, les différents concepts auxquels c'est relié. Et ensuite, on va parler d'un exemple concret qui est le projet des Petits Ambassadeurs. Mais avant toute chose, j'aimerais en apprendre un peu plus sur vos organisations. Donc, on va commencer avec toi, Ève. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce qu'est la TIR-SHV et quelle est sa mission? Oui, absolument. La TIR-SHV, c'est une table de concertation régionale qui rassemble différentes directions régionales de ministères et des organisations régionales qui, eux, ont comme mission de soutenir les environnements favorables aux saines habitudes de vie. Donc, la TIR-SHV au Centre du Québec est présidée par la Direction de santé publique et responsabilité populationnelle du CIUS-MCQ. Donc, c'est vraiment notre partenaire de premier plan, d'où la raison pourquoi j'ai invité Claudia à l'entrevue. Et les autres membres de la TIR, je vais les nommer rapidement, mais c'est important de le mentionner parce qu'il y a beaucoup de membres intersectoriels autour de la table. On a également vous, le CRDS, qui sont membres. On a le Conseil régional de l'environnement, Loisirs Sport, Centre du Québec, le MAMACH, le ministère de la Famille, le MAPAC, Ministère des Transports. On a aussi les deux centres de santé des communautés abénaquises, donc Odanak et Wolinack. Et on a aussi les tables des directions générales des centres de services scolaires, le regroupement des centres de la petite enfance et les réseaux du sport étudiant de la Mauricie et des cantons de l'Est. Donc, ça fait beaucoup de monde autour de la table pour parler des saines habitudes de vie. Puis la mission de la TIR-SHV, c'est vraiment de stimuler et de soutenir la mise en place d'environnements qui favorisent l'adoption et le maintien, d'une part, de la saine alimentation et d'autre part, d'un mode de vie physiquement actif pour l'ensemble de la population. Simplement, vous mentionnez aussi qu'il y a une TIR-SHV par région administrative au Québec. Et nos plans d'action régionaux sont financés dans le cadre de la politique gouvernementale de prévention en santé du ministère de la Santé. Audrey, je prendrais aussi quelques minutes juste pour expliquer aux auditeurs qu'est-ce qu'on veut dire par environnement favorable aux saines habitudes de vie. Ça peut être chinois ou un nouveau concept pour certaines personnes. Donc, ça veut tout simplement dire qu'on veut rendre les choix sains plus faciles, plus accessibles à faire et les choix moins sains plus difficiles à faire pour les individus.
Donc, je nomme quelques exemples concrets. Ça pourrait être notamment une réglementation qui interdirait la malbouffe autour des écoles. Donc, comme ça, on enlève le choix des élèves d'avoir accès à cette alimentation moins saine. Ça pourrait être aussi des subventions pour aménager des jardins collectifs. Ça pourrait aussi être des machines distributrices qui soient localisées dans des arénas où on a accès dans ces machines-là à des aliments de valeur nutritive élevée, pas seulement des barres de chocolat, par exemple. Et un dernier exemple, ça pourrait aussi être dans les dépanneurs où on retrouve des fruits et des légumes accessibles aux consommateurs. Au final, c'est vraiment de créer des conditions autant socio-culturelles, économiques, politiques et physiques qui sont favorables aux saines habitudes de vie et de réduire, voire éliminer les conditions qui sont plutôt défavorables. Donc, excellent, voilà. Merci beaucoup pour la précision. Maintenant, je te regarde, Claudia. Je l'ai mentionné, tu es nutritionniste à la Direction de santé publique et responsabilité populationnelle du CIUS-MCQ. Est-ce que tu pourrais nous expliquer c'est quoi un peu ton rôle à titre de nutritionniste au sein de la santé publique? Ben oui, en fait, la santé publique, c'est une grande famille qui se divise en plein de sous-petites familles. Et moi, j'ai fait partie de l'équipe d'action intersectorielle et communautaire. En fait, on agit dans une approche de prévention et promotion des saines habitudes de vie. Plus particulièrement, j'agis à titre d'expert conseil en saine alimentation pour les milieux scolaires, les milieux municipaux de travail de la petite enfance. Ça inclut également tout ce qui est organisme communautaire ainsi que tout ce qui se rapporte au système alimentaire durable et à la sécurité alimentaire. Un des principaux objectifs de mon travail, c'est de transmettre mes connaissances et de soutenir les milieux dans la mise en place d'environnements favorables à la saine alimentation. Super, merci beaucoup. On l'a mentionné, hein, l'environnement favorable à la saine alimentation. Ève nous a défini un petit peu qu'est-ce que ça veut dire et quelques exemples concrets. Mais quand on parle de saine alimentation, c'est de quoi qu'on parle exactement? Comment ça se définit, la saine alimentation? Claudia, est-ce que tu pourrais répondre à cette question? Certainement. Mais en fait, la saine alimentation, ça mise sur une variété d'aliments de haute valeur nutritive tout en laissant la place à tous les types d'aliments. Donc, c'est faux de penser qu'il y a des mauvais aliments puis des bons aliments. Tous les aliments qui existent ont leur place. En le fond, tout est une question de fréquence et de quantité. Au-delà de la valeur nutritive, il y a aussi le contexte des repas qui est à ne pas négliger parce que les aliments ont aussi une valeur gastronomique, culturelle et affective. Le plaisir de manger, dans le fond, doit être au rendez-vous n'importe quand. Cela étant dit, les divers milieux doivent présenter une offre alimentaire en cohérence avec leur mission et donc leur type de clientèle. Plus concrètement, il est normal que l'offre alimentaire lors d'une fête de quartier, par exemple, ne soit pas la même que celle dans un établissement de santé. J'aime beaucoup cette notion de plaisir de manger qui doit rester à l'intérieur de la saine alimentation. Si on regarde la saine alimentation en lien avec la sécurité alimentaire et le développement social, ce serait quoi les liens qu'on pourrait faire? Tout d'abord, je pense que je dirais que l'un ne va pas sans l'autre. On aime ça dire tout est dans tout, mais je pense que pour cette question-là, je dirais ça. Si je spécifie un petit peu, d'abord, la sécurité alimentaire, ça veut dire que chaque individu doit avoir accès physiquement et financièrement à des aliments de qualité en quantité suffisante. On pourrait penser à tort que le fait de pouvoir manger 3 fois par jour, peu importe le type d'aliment, serait un gage de sécurité alimentaire. L'aspect de qualité réside aussi dans la valeur nutritive des aliments auxquels on a accès. Puis ces aliments-là doivent aussi répondre à nos goûts, nos besoins et notre culture en cohérence avec la dignité humaine. Donc, la sécurité alimentaire, ça inclut aussi plusieurs préoccupations comme le droit à l'alimentation, le développement durable et l'approche basée sur les systèmes alimentaires durables. Cela étant dit, la sécurité alimentaire, ça fait partie intégrante du développement social qui, lui, s'appuie plus sur une approche qu'on nomme intersectorialité. C'est une forme particulière de concertation qui réunit plusieurs partenaires provenant de plusieurs secteurs, entre autres ceux de la santé, de l'emploi, de l'éducation, de la culture, de l'économie sociale, des femmes, des jeunes, des aînés, de l'immigration, de la politique, on pourrait en nommer d'autres, pour agir sur une même problématique finalement.
C'est très bien défini. Puis d'ailleurs, nous, au Comité régional en développement social du Centre du Québec, la sécurité alimentaire fait partie de nos dossiers prioritaires, si je peux le dire ainsi. Claudia a mentionné brièvement là, que ça s'appuie aussi sur le développement durable, la saine alimentation. Ève, est-ce que tu pourrais nous parler de c'est quoi les liens entre la saine alimentation et le développement durable? Oui, tout à fait. Puis je dirais même, j'ajouterais aussi le lien avec la sécurité alimentaire parce que c'est tout interrelié, ces concepts-là. C'est important de les considérer ensemble. Je ne vous apprends rien en vous disant que l'alimentation, c'est un besoin fondamental. Donc, on a tous et toutes besoin de manger au quotidien. Et l'agriculture, en fait, dépend directement des conditions climatiques pour être productive, donc pour nous nourrir. Et vous le savez, face au changement climatique, l'agriculture va être de plus en plus fragilisée, notamment par les sécheresses de plus en plus fréquentes, notamment en Californie, notre garde-manger ici au Québec durant l'hiver. Il manque de l'eau, ça va aussi être fragilisé également par les insectes ravageurs ou même les inondations. Donc, ces événements climatiques qui vont être de plus en plus fréquents, ça a des répercussions aussi sur les dépenses alimentaires des ménages parce qu'on va voir une plus grande volatilité dans les prix de nos aliments. Donc, il est clair que toutes les actions durables vont permettre de réduire les impacts négatifs là, sur la production de notre alimentation et ultimement le consommateur pour qu'il ait accès économiquement aux aliments. Puis, si je parle un peu plus du lien entre la saine alimentation et le développement durable, le développement durable, on peut le voir partout dans toutes les étapes de vie des aliments. Donc, si on commence avec la production, on sait que les méthodes de culture plus durables et certifiés biologiques, ils sont à privilégier parce que faut savoir que l'agriculture est responsable là, de 10 à 15% des émissions de gaz à effet de serre sur la planète. Donc, il y a de l'amélioration à faire là, à ce niveau-là. Notamment, dans toute la chaîne, on peut essayer de limiter les emballages aussi, puis d'optimiser le transport. Quand on parle aussi de gaspillage alimentaire, ça aussi, il y en a beaucoup. Puis on a des pertes qui pourraient servir à nourrir des humains là, plutôt que de nourrir nos poubelles. Puis aussi, en règle générale, là, les aliments qui sont non transformés ont souvent une plus grande valeur nutritive. Puis, ils ont souvent moins subi là, d'opérations d'emballage, donc il y a moins aussi là, d'impact négatif sur l'environnement à ce niveau-là. Sans oublier là, les consommateurs au bout de la chaîne, ils ont aussi des actions qu'ils peuvent appliquer, notamment les gens sont de plus en plus sensibilisés à réduire leur consommation de protéines animales parce qu'on sait que les protéines animales consomment davantage, là, émettent davantage des émissions de gaz à effet de serre, plus que les protéines végétales, par exemple. Et on sait que c'est davantage mis de l'avant, notamment dans le guide alimentaire canadien. Et finalement, on peut tenter là, de valoriser au maximum là, nos matières résiduelles pour limiter justement la production de déchets et la pollution là, qui en découle. Merci beaucoup pour ta réponse, Ève. Je trouve ça intéressant de voir effectivement que oui, on pense développement durable, mais ça a un lien quand même avec la sécurité alimentaire, comme tu le mentionnais, l'accessibilité des aliments, etc. Donc, quand Claudia disait « tout est dans tout » tantôt, c'est vrai. Maintenant, justement, Claudia, je me tourne vers toi. Il y a une chose qu'on appelle le cadre de référence Gazelle et Potiron. Et ce cadre de référence-là a fait l'ajout d'une nouvelle section sur l'alimentation responsable dernièrement. Est-ce que tu pourrais nous expliquer dans un premier temps, c'est quoi le cadre de référence Gazelle et Potiron? Et ensuite, c'est quoi les grandes lignes de cette nouvelle section sur l'alimentation responsable? Oui, d'abord, le cadre de référence Gazelle et Potiron, c'est un outil de référence qui s'inscrit en cohérence avec le programme pédagogique dans les services de garde éducatifs à l'enfance.
Lui, il propose des orientations et des recommandations pour les milieux de garde éducatifs afin de créer des environnements favorables à la saine alimentation, aux jeux actifs et au développement moteur. Donc, ensuite, pour ta deuxième question, quelles sont les grandes lignes là, de la nouvelle section qui parle d'alimentation responsable? Bien, ça vise à sensibiliser les milieux à l'approvisionnement local et aux gestes éco-responsables. Ça comporte 2 orientations principales, soit de privilégier l'achat d'aliments de valeur nutritive élevée, locaux et responsables, et d'une autre part, de multiplier les gestes pour favoriser un système alimentaire durable. Par exemple, par la révision des processus d'achat, une meilleure gestion des déchets et l'achat d'équipements durables, par exemple. Super! Puis, la raison pourquoi je voulais poser cette question-là, c'est que je trouve que ça met la table pour parler du projet Les Petits Ambassadeurs, qui est un projet justement qui se met en place, qui se déploie actuellement au Centre du Québec et qui se déploie justement dans les centres de la petite enfance. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on parle du cadre de référence Gazelle et Potiron. Si on s'intéresse justement à ce projet-là des petits ambassadeurs, Ève, est-ce que tu pourrais nous expliquer de quoi il s'agit et d'où ça provient? Oui, les petits ambassadeurs, c'est une démarche mobilisatrice qui vise à faciliter le maillage entre l'industrie bioalimentaire régionale et les services de garde éducatifs à la petite enfance. Donc, comme Audrey elle disait, c'est vraiment une démarche qui est destinée aux services de garde éducatifs, qu'on parle des CPE, mais aussi ça s'adresse aux garderies privées subventionnées ou non subventionnées. L'initiative a été développée au départ au Saguenay-Lac-Saint-Jean en 2016 et c'est un projet qui est maintenant déployé dans 15 régions là, partout au Québec. Et au Centre du Québec, c'est la TIR là, qui le porte. Et ça fait déjà un an et demi là, qu'on y travaille. Puis peut-être terminer en disant, en vous partageant la vision du projet des petits ambassadeurs, c'est de voir tous les enfants du Québec connaître, célébrer et savourer l'identité alimentaire de leur région et devenir des adultes sensibilisés à la provenance des aliments. C'est une très belle vision et on espère qu'elle sera atteinte bientôt. Et je suis certaine que les petits ambassadeurs vont effectivement contribuer à cette vision-là. Comme tu le mentionnais, c'est la TIR qui coordonne, si on peut dire comme ça, ce projet-là. Et c'est destiné, au milieu de garde, que ce soit CPE, au milieu privé. À quoi ça ressemble concrètement? Là, disons qu'on a un service de garde là, qui est à l'écoute puis qui se dit hey, « moi, ça m'intéresserait ». Peux-tu nous parler de ça ressemble à quoi l'accompagnement qui est offert par la TIR? Oui, bien d'abord, d'entrée de jeu, là, je veux simplement souligner que l'accompagnement qu'on offre, c'est vraiment au rythme du milieu. Donc, il n'y a pas d'échéancier là, figé dans le temps, c'est vraiment en fonction de la disponibilité de chacun. Mais je vous dirais que la première étape là, qu'on réalise avec le milieu, c'est vraiment de dresser l'inventaire des achats alimentaires d'une année pour arriver au bout du compte avec un portrait du ratio d'approvisionnement qui soit régional, québécois et ailleurs. Donc, avec l'aide de nos partenaires, dont Aliments du Québec, on aide le milieu à identifier la provenance des aliments parce que cette partie-là peut être un peu plus ardue pour les responsables d'alimentation. Ce n'est pas toujours évident là, de savoir où exactement cette marque-là a produit l'aliment. Une fois que le portrait est réalisé et validé, on regarde justement les catégories de produits qui ne seraient pas atteintes. Donc, j'aide le milieu à identifier les entreprises bioalimentaires de la région pour les catégories de produits où un pourcentage d'approvisionnement régional serait exigé. Puis, en parallèle aussi, peut-être mentionner qu'on organise des activités de réseautage en moyenne 2 fois par année. Donc, comment ça fonctionne, ces activités-là? C'est qu'on rassemble, on regroupe l'ensemble des responsables de l'alimentation, des services de garde éducatifs là, participants aux petits ambassadeurs et on invite un à tour de l'autre 3 à 4 producteurs différents de la région qui ont une offre intéressante pour les services de garde éducatifs.
Donc, cette année, depuis le début du projet, là, on a tenu 3 activités de réseautage. Et finalement, on a aussi d'autres outils là, à la disposition des services de garde éducatifs. Par exemple, s'il y a un milieu qui veut s'approvisionner avec une ferme maraîchère pour la saison estivale, bien, on a un modèle d'entente d'approvisionnement estival. Donc, comme ça, c'est sécurisant autant pour le milieu qui s'approvisionne avec une ferme maraîchère, mais autant pour l'entreprise maraîchère qui, elle, ça lui donne un gage là, qu'une partie de sa production va être vendue à ce milieu-là. Puis finalement, on a un bottin là, des entreprises bioalimentaires de la région avec leurs coordonnées. Donc, les milieux peuvent toujours s'y référer s'ils veulent contacter un producteur avec une offre intéressante là, pour leur menu. Puis, ça compte pas là, l'accompagnement justement qui est offert là, par Claudia, donc dans tout ce qui a trait au contexte de repas et de l'offre alimentaire saine, mais ça, c'est elle là, qui va vous en parler un peu plus tard. C'est un peu plus clair pour moi là, à quoi ça ressemble cet accompagnement-là qui est offert. Là. Puis je trouve intéressant que c'est offert au RIT du milieu de services de garde éducatif. Là. Donc, vous les accompagnez là où ils sont rendus dans leur processus. Mais ils peuvent éventuellement devenir accrédités, ces CPE-là qui vont aller jusqu'au bout du processus. Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'accréditation? C'est quoi les critères ou les engagements qu'il faut respecter pour pouvoir devenir accrédité? Oui, bien, l'accréditation n'est pas obligatoire, c'est vraiment volontaire. Mais ceux qui souhaitent l'obtenir, justement, il y a 3 engagements à respecter. Puis peut-être mentionner avant que je vous partage les 3 engagements, mais lorsque le milieu obtient l'accréditation Petit Ambassadeur, ben, il devient automatiquement reconnu Aliments du Québec au menu. Donc, c'est des efforts pour deux reconnaissances plutôt qu'une. Donc, au niveau des 3 engagements à respecter pour obtenir l'accréditation Petit Ambassadeur, premièrement, le milieu doit offrir annuellement aux enfants un minimum de 2 activités éducatives en lien avec le monde agroalimentaire. Donc, par exemple, ça peut être l'aménagement de jardins éducatifs dans la cour extérieure du milieu. Ça peut être aussi une visite à la ferme qui est accompagnée d'une activité d'autocueillette. Ou ça peut être aussi un agriculteur ou une agricultrice qui vient partager là, la passion de son métier. Deuxièmement, le service de garde éducatif doit respecter un seuil minimal d'approvisionnement en produits québécois et régionaux de 7 catégories de produits sur 10. Donc, c'est vraiment avec le portrait dont je vous ai parlé tout à l'heure que nous pouvons valider là, cet engagement-là. Puis, je peux donner un exemple rapidement, mais pour les fameuses catégories d'aliments à respecter les cibles, pour la catégorie céréales et pâtes alimentaires, au Centre du Québec, on exige un 5 % d'approvisionnement régional parce qu'on sait qu'il y a de la farine disponible ici localement. On exige un 45 % d'approvisionnement québécois et finalement, on accepte un 50 % qui vient d'ailleurs. Donc, ça vous donne une idée. Évidemment, 50 % d'ailleurs, on pense par exemple à l'orge, le quinoa, le riz, qu'on sait évidemment qu'on ne trouve pas ça ici encore au Québec. Voilà pour les 2 premiers engagements. Finalement, le dernier, le milieu doit améliorer la qualité nutritionnelle de l'offre alimentaire. Pour ce dernier engagement, bien, c'est vraiment Claudia qui est disponible pour les soutenir dans l'atteinte de cet objectif. Merci beaucoup, Ève. Ça fait justement une belle transition vers ma prochaine question parce que tu l'as mentionné, c'est Claudia qui va accompagner les milieux pour faire l'analyse nutritionnelle des menus dans le cadre du projet des petits ambassadeurs. Donc, Claudia, est-ce que tu pourrais nous expliquer en quoi ça consiste, là, cette analyse nutritionnelle-là? Mais d'abord, ça commence par une formation qui est adressée aux responsables en alimentation pour les outiller à évaluer leur menu selon les critères du cadre de référence Gazelle et Potiron. Un exemple de ces critères-là, ça peut être le souci d'avoir une bonne répartition des protéines dans la même semaine pour les dîners, mais aussi d'une semaine à l'autre,
Si on pense par exemple aux enfants qui vont à temps partiel à la garderie, exemple, le poisson serait toujours le mercredi. Bien, on essaie de varier d'une semaine à l'autre, que ce ne soit pas toujours la même journée pour pas qu'un enfant qui vient à temps partiel ait tout le temps le même type de protéines. Un autre exemple, ça pourrait être, par exemple, que le CPE doit offrir, je dis CPE, là, mais le milieu de garde doit offrir 2 produits céréaliers par jour dans son offre de repas et de collation et qu'une de ces sources-là doit être agréée entier. C'est des exemples des critères de Gazelle et Potiron pour l'analyse des menus. Ensuite, suite à la formation, en fait, les milieux, bien, les responsables en alimentation, là, parfois accompagnés de la direction ou non, vont effectuer une révision de leur menu pour venir cibler un peu ce qui pourrait être changé, amélioré selon ce qu'ils ont appris dans la formation. Puis ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne partent pas de zéro. Hein. Les menus sont déjà généralement très bien, puis ils ont déjà une bonne base de connaissances. Là. La formation sert juste peut-être à valider là, leur connaissances. Et suite à leur pré-analyse que j'appelle d'eux-mêmes pour leur menu, moi, ben, je vais venir compléter l'analyse là, avec un regard là, professionnel là, en s'assurant qu'il y a des recommandations pour tous les critères, puis que si ce n'est pas tous les critères qui sont remplis, bien, que je vais donner des idées de comment ça pourrait être fait. Il faut savoir aussi que ce rapport d'analyse-là ne vient pas avec une obligation de tout changer et encore moins du jour au lendemain. Ça va vraiment au rythme de chaque milieu, selon leur désir de changement, mais aussi leur capacité. Puis en plus des critères là, qualitatifs et quantitatifs de Gazelle et Potiron, bien, je vais aussi évaluer la variété des aliments servis, les possibilités d'achats locaux et durables. Puis on va même proposer là, des solutions pour réduire les coûts et faciliter le travail en cuisine. L'implication là, des responsables en alimentation, c'est sûr que c'est un incontournable, mais je dirais même aussi des directions, parce que les directions ont un rôle aussi à jouer dans leur pouvoir décisionnel, fait que c'est bien quand il peut y avoir le maillage entre les deux. Bien, merci, Claudia, pour les précisions. Puis, vous me corrigerez si je me trompe, mais cet engagement-là, quand on parle spécifiquement de l'accréditation, là, d'améliorer la qualité de l'offre alimentaire, c'est une spécificité du centre du Québec. Ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve nécessairement dans les autres projets, dans les autres régions. C'est une spécificité de la Mauricie et du centre du Québec, étant donné qu'on est des proches voisins. Là, puis le CIUS, c'est Mauricie, centre du Québec. Là, il y a une nutritionniste aussi là, du côté de la Mauricie. Donc oui, c'est une particularité de nos 2 régions. On est bien fiers là, de cet ajout-là là, dans le cadre des petits ambassadeurs parce que pour nous, ça allait de soi que oui, notre intention, c'était d'intégrer davantage de produits locaux dans les menus des services de garde éducatifs, mais pas à l'encontre d'une moins bonne alimentation auprès des tout-petits. Donc, c'est important là, d'avoir ce regard-là aussi là, dans le projet. Puis là, j'imagine, j'ai fait le lien avec l'accréditation, mais comme on disait, l'accréditation, c'est un processus qui est volontaire. Donc, on peut, j'imagine, dire, bien, nous, on veut s'engager dans ce processus-là de faire l'analyse nutritionnelle de nos menus sans nécessairement qu'on vise l'accréditation en bout de ligne. Tout à fait. C'est possible d'avoir l'accompagnement de Claudia sans nécessairement aller vers l'accréditation. Génial. Bien, justement, parlant d'accréditation, j'aimerais savoir, là, on enregistre ça au mois de juin 2022. Là, à ce jour, Ève, est-ce que tu pourrais me dire combien de milieux de garde ont reçu l'accréditation, les petits ambassadeurs? Bien, je débuterai en mentionnant qu'au total, au Centre du Québec, on a 13 services de garde éducatifs qui participent au projet des petits ambassadeurs. Mais ça a fait un total de 25 installations parce que des fois, il y a un CPE, par exemple, qui peut avoir 4 installations. Et ça comprend là, pas moins de 1500 petits ambassadeurs qui sont touchés par ce projet-là au Centre du Québec. Et à ce jour, là, en juin, on a 5 milieux qui ont obtenu l'accréditation ou qui sont en voie là, de l'obtenir. Voilà. Puis, bien, dans ces centres-là, comme tu mentionnais, il y en a, 13 qui sont en processus, 5 qui sont accrédités ou en voie de le devenir. Ceux qui ont fait le choix de l'accréditation, c'était quoi leur motivation, là, étant donné que c'est une accréditation qui est volontaire, c'est pas une obligation? Pourquoi ils ont choisi de dire, nous, on va jusqu'au bout, puis on va aller chercher notre accréditation, les petits ambassadeurs?
Je dirais que la fierté première là, à participer au projet, que les milieux soient accrédités ou pas, c'est vraiment d'encourager les producteurs de la région et de faire découvrir ces richesses-là auprès des enfants, mais également auprès du personnel. Donc, oui, l'accréditation, c'est comme la récompense qui vient à la suite de l'ensemble des efforts là, qui sont menés par l'équipe au milieu de garde, mais c'est ça, l'ensemble des milieux, ils sont juste fiers là, d'encourager nos entreprises locales. Si je réponds vraiment à la motivation au niveau de l'accréditation, c'est certain que pour le milieu, ça permet de le faire rayonner et démarquer dans la communauté, de mettre aussi de l'avant l'approche qualité de leur milieu. Puis aussi, là, ça peut être une simple motivation de relever un défi. Donc, pour les responsables d'alimentation là, qui ont soif de projet, ça les stimule de participer là, à atteindre l'accréditation des petits ambassadeurs. Effectivement, j'imagine que c'est très stimulant pour les responsables alimentation, puis j'imagine que ça l'est pour vous aussi de pouvoir faire une différence concrète là, auprès de ces enfants-là qui fréquentent ces milieux de garde-là. Puis je pense que ça fait aussi peut-être une différence auprès de nos producteurs, productrices qui, eux aussi, vont faire découvrir leurs aliments auprès de nos tout-petits. Fait que je trouve ça vraiment le fun, vraiment intéressant comme projet. Puis j'ai hâte de voir la suite des choses. J'ai hâte de voir la prochaine cohorte lorsqu'elle prendra naissance, de voir comment ça va évoluer et qu'on ait de plus en plus de racines qui vont s'étendre à travers le Centre du Québec avec ce projet-là. On arrive maintenant à la fin de l'entrevue. On vient de parler du projet Les Petits Ambassadeurs. Qu'est-ce que c'est plus concrètement? Maintenant, j'aimerais ça faire un retour plus en arrière. Et là, j'ouvre le plancher. Là, vous êtes toutes les deux libres de répondre à la question. Mais j'aimerais qu'on termine en essayant de faire le pont entre les notions qu'on a évoquées en début d'entrevue, justement, saine alimentation, sécurité alimentaire, développement social, développement durable, et d'expliquer en quoi le projet des petits ambassadeurs, il exemplifie, il concrétise ces notions-là. Je dirais d'abord et avant tout que le projet des petits ambassadeurs est un bon exemple parce qu'il inclut toutes ces notions-là, là, justement. Si on commence par la saine alimentation, il l'inclut par la valeur nutritive élevée de l'offre alimentaire là, en CPE, mais aussi par l'augmentation de l'offre de produits frais et variés par le maillage avec des producteurs de la région. Ève, je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose pour la saine alimentation. Oui, justement, je donnerais un exemple là, que j'aime partager parce que le projet, justement, là, démontre vraiment qu'on améliore l'accès à la saine alimentation. C'est justement un CPE qui a établi un maillage avec une entreprise maraîchère l'été dernier. C'est un milieu qui offre les légumes à volonté le midi. Puis, ils ont clairement constaté, depuis qu'ils ont eu les nouveaux aliments frais de la ferme maraîchère dans leur menu, ils ont constaté littéralement une hausse de la consommation des légumes le midi. Donc, on voit que les enfants, ils trouvent ça savoureux d'avoir des légumes qui ont été cueillis, par exemple, la veille ou le matin même. Donc, c'est plus savoureux, c'est plus goûteux. Donc, c'est un super bel exemple là, qui démontre justement que les petits ambassadeurs là, permettent d'augmenter la saine alimentation auprès des tout-petits. Si je poursuis là, avec la notion de sécurité alimentaire, c'est sûr que ça a un lien direct avec l'achat local. Puis l'achat local, c'est un pas de plus vers l'autonomie alimentaire. On n'est pas rendu là, mais il reste que c'est un pas vers ça. L'offre en milieu de garde aussi, c'est accessible pour tous. Donc, ça revient à la sécurité alimentaire de dire que ça augmente l'accès, comme Ève le disait, physique aux aliments sains.
Puis je dirais même que ça amène à la découverte du monde bioalimentaire, donc ça augmente la littératie alimentaire. Littératie alimentaire qui est un grand terme là, pour désigner en fait plusieurs notions, mais de connaissances en termes d'alimentation, autant de comment cuisiner les aliments que d'où ils proviennent, comment les cueillir. Puis justement, Ève parlait des activités éducatives là, dans l'accréditation, mais ça augmente d'autant plus là, cette littératie alimentaire-là. Notamment par exemple, si les enfants vont faire des visites à la ferme, donc ils vont voir concrètement comment poussent les carottes, comment arrivent les œufs dans les boîtes de carton, ben ça commence par une poule. Donc, c'est vraiment une façon là, de mettre les enfants en contact direct avec la terre, puis comment c'est produit, tout ce qu'ils mangent dans leur assiette. Si je poursuis avec le développement social, bien, c'est sûr que ça appelle d'abord et avant tout à la solidarité des communautés, notamment là, par la valorisation du travail des producteurs locaux, mais aussi le soutien au développement économique local par, bien sûr, l'augmentation de la part d'achat local. Oui, bien ça, c'est un peu en lien avec... c'est autant en lien avec la sécurité alimentaire que le développement social, mais peut-être mentionner, là, Claudia en a fait mention tout à l'heure, mais c'est ça, dans le fond, les enfants, peu importe leur statut socio-économique, ben, ils vont bénéficier des repas et des collations qui vont être sains, savoureux, nutritifs au quotidien. Donc ça, c'est important de le mentionner parce que ça permet justement un accès facilement à la saine alimentation, peu importe leur statut socio-économique. Puis il faut savoir que dans le cadre du projet, on a quelques centres de la petite enfance qui sont situés justement à l'intérieur là, de zones qualifiées de très défavorisés ou défavorisés. Donc ces enfants-là, malgré leur statut socio-économique, ils vont manger la même chose que l'ensemble des enfants là, qui sont au milieu. Donc, on a parlé beaucoup d'accès physique, mais ça, c'est un bon exemple qui démontre l'augmentation de l'accès économique aussi. Puis finalement, on a parlé de la notion là, de développement durable. Elle l'a détaillé pas mal, mais si je me rapporte vraiment au projet des petits ambassadeurs, c'est sûr qu'on parle de circuit court, donc on va directement aux producteurs, on élimine là, les longs transports. Donc, pour la question... d'éco-responsabilité aussi. Puis, bien sûr, moins d'emballage. Là, quand on ne prend pas d'un fournisseur puis qu'on va directement à la ferme, on élimine aussi là, tout ce qui est papier, saran wrap et petits contenants de styromousse, etc. Là, on y va vraiment au plus simple. Donc, par rapport au développement durable, là, c'est ce qui m'interpelle là, pour ma part. Je ne sais pas si Ève, si tu voulais compléter. Ben non, mais c'est ça, je conclurais peut-être en disant que le projet des petits ambassadeurs, ça a vraiment des bénéfices sur autant le plan social avec la santé, au niveau de la saine alimentation qu'on y apporte, autant sur le plan économique où on va encourager l'économie locale, donc les producteurs transformateurs de la région, et évidemment sur le plan environnemental, parce que comme Claudia le disait, en achetant local, on réduit drastiquement le transport là, du lieu de production au lieu de consommation. Puis aussi, il y a une tendance au niveau de l'alimentation locale qui peut effectivement avoir moins d'emballage là, au bout de la ligne. Donc, c'est ce que je rajouterais. Je pense que ça résume bien tout ce qui vient d'être nommé. Je pense que ça fait une belle conclusion là, de ce beau projet-là. Puis moi, j'ai appris un nouveau terme aujourd'hui qui est la littératie alimentaire. Donc, j'ajoute ça à mon vocabulaire. Donc, c'est ce qui conclut l'entrevue d'aujourd'hui. Je vous remercie beaucoup. Merci Claudia, merci Ève. Ça fait plaisir. Merci à toi. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous afin de ne pas manquer la sortie du prochain. Pour nous encourager, laissez-nous 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme de balado-diffusion préférée. Cette balado et les activités du Comité régional en développement social du Centre du Québec sont rendues possibles dans le cadre d'une entente de collaboration avec la contribution financière de la MRC d'Arthabasca, la MRC de Bécancour,
la MRC de Drummond, la MRC de l'Érable, la MRC de Nicolet-Yamaska, Centraide Centre du Québec et le CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec. Pour en apprendre plus au sujet du développement social, rendez-vous sur notre site web au crds.centreduquebec.qc.ca. Merci pour votre écoute.